Je m'appelle Elena, j'ai 70 ans aujourd'hui, et pendant toutes ces décennies de ma vie, j'ai cru connaître la vérité sur mon existence, sur mon mariage, sur l'homme avec qui j'ai partagé 50 années de ma vie. Mais ce matin-là, quand le père Antoine m'a tendu cette enveloppe scellée avec ses mains tremblantes et son regard fuyant, quand j'ai senti le poids de ce papier jauni entre mes doigts, je ne pouvais pas imaginer que tout ce que je croyais savoir allait s'effondrer en quelques minutes. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Le silence de l'église était presque insupportable, brisé uniquement par le craquement du bois ancien sous mes pieds et le souffle court du prêtre qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de compassion profonde et de culpabilité dévorante, comme s'il savait qu'il était sur le point de détruire la femme qui se tenait devant lui. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'en est sorti pendant un long moment, et quand il a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure rauque qui tremblait à chaque syllabe. Il m'a dit que cette enveloppe lui avait été confiée il y a 25 ans avec des instructions très précises, qu'elle ne devait m'être remise qu'après la mort de mon mari Thomas et seulement si certaines conditions étaient remplies. Thomas était décédé il y a 3 mois, emporté par une maladie rapide et impitoyable qui ne lui avait laissé aucune chance de se battre, et j'étais encore en deuil, encore perdu dans ce brouillard de douleur qui engloutit tout sur son passage. Le père Antoine m'a expliqué qu'il avait lutté avec sa conscience pendant des semaines, qu'il avait prié pour recevoir des conseils divins, qu'il avait passé des nuits blanches à se demander s'il devait respecter la volonté d'un homme mort ou protéger une femme innocente de la vérité brutale. Mais finalement, il avait décidé de tenir sa promesse, car un serment fait devant Dieu est sacré, même quand il brise des vies. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber l'enveloppe, et j'ai dû m'asseoir sur le banc le plus proche parce que mes jambes ne me portaient plus. Le cuir froid du bois ancien contre mes cuisses était la seule chose qui me rappelait que j'étais encore ancré dans la réalité, que je n'étais pas en train de vivre un cauchemar éveillé dont je pourrais me réveiller à tout moment. J'ai regardé l'enveloppe pendant ce qui m'a semblé une éternité, observant l'écriture de Thomas sur le papier, cette calligraphie élégante que je connaissais si bien après tant d'années passées à lire ces mots doux, ces listes de courses, ces notes affectueuses laissées sur la table de la cuisine. Mais cette fois, cette écriture familière me semblait étrangère, presque menaçante, comme si elle appartenait à un homme que je n'avais jamais vraiment connu. Quand j'ai finalement trouvé le courage d'ouvrir l'enveloppe, mes doigts étaient si engourdis que j'ai eu du mal à déchirer le papier scellé. À l'intérieur, il y avait plusieurs feuilles pliées avec soin, et la première chose que j'ai vue était une photographie en noir et blanc que je n'avais jamais vue auparavant. Sur cette photo, il y avait Thomas, beaucoup plus jeune, peut-être dans la trentaine, et à ses côtés se tenait une femme magnifique que je ne reconnaissais pas du tout. Elle était grande, élancée, avec des cheveux sombres qui cascadaient sur ses épaules et un sourire radieux qui illuminait toute la photographie. Mais ce qui m'a vraiment frappé, ce qui a fait s'arrêter mon cœur pendant un instant interminable, c'était l'enfant qu'elle tenait dans ses bras, un petit garçon qui ne devait pas avoir plus de 2 ans et qui avait exactement les mêmes yeux que Thomas, les mêmes fossettes sur les joues, le même sourire espiègle. Mes mains tremblaient si violemment maintenant que la photographie dansait devant mes yeux, et j'ai dû la poser sur le banc à côté de moi avant de commencer à lire la lettre. Et la lettre commençait par ces mots que je n'oublierai jamais, des mots qui ont transpercé mon cœur comme une lame glacée. Ma chère Elena, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus de ce monde et que le temps est venu pour toi de connaître la vérité que j'ai gardée enfermée dans mon cœur pendant toutes ces années. Je sais que ce que tu vas découvrir va te blesser profondément, et si je pouvais t'épargner cette douleur, je le ferais sans hésitation, mais je crois que tu mérites de savoir qui j'étais vraiment, qui j'ai été avant de te rencontrer, et les secrets que j'ai portés jusqu'à ma tombe. Chaque mot que je lisais était comme un coup de poignard, et j'avais l'impression que les murs de l'église se refermaient sur moi, que l'air devenait de plus en plus rare, que j'allais suffoquer sous le poids de ces révélations. Thomas continuait en expliquant qu'avant notre rencontre, il avait été marié à une autre femme, Maria, celle de la photographie, et qu'ils avaient eu ensemble un fils nommé Gabriel. Ils vivaient dans une petite ville du sud de la France, loin de tout, dans une maison au bord de la mer où ils avaient construit une vie qui semblait parfaite de l'extérieur. Mais Thomas écrivait que leur mariage était un mensonge, une façade soigneusement construite pour cacher la vérité terrible qui les rongeait de l'intérieur. Maria avait une liaison depuis des années avec le meilleur ami de Thomas, un homme nommé Laurent avec qui Thomas avait grandi, avec qui il avait partagé tous ses secrets, tous ses rêves, toutes ses ambitions. Pendant 3 longues années, il s'était retrouvé dans son dos, dans des hôtels miteux, dans des chambres louées sous de faux noms, dans la maison même qu'il partageait quand Thomas était en voyage d'affaires.
Et pendant tout ce temps, Thomas ne savait rien, il vivait dans une ignorance béate, croyant au bonheur de sa famille, travaillant dur pour offrir une belle vie à sa femme et à son fils, faisant des projets pour l'avenir avec l'enthousiasme d'un homme qui pense avoir tout ce qu'il désire. Mais un jour, tout s'est effondré comme un château de cartes dans la tempête. Thomas était rentré plus tôt que prévu d'un voyage professionnel, et ce qu'il avait découvert dans sa propre chambre, dans le lit qu'il partageait avec sa femme, avait détruit quelque chose en lui qui ne pourrait jamais être réparé. Je devais m'arrêter de lire pendant un moment parce que les larmes brouillaient ma vision, et ma respiration était devenue si irrégulière que j'avais peur de m'évanouir. Le père Antoine était resté à mes côtés, silencieux mais présent, et sa main posée doucement sur mon épaule était le seul réconfort que je pouvais accepter dans ce moment de dévastation absolue. Je pensais à toutes ces années passées avec Thomas, à tous ces moments que nous avions partagés, à toutes les fois où il m'avait regardé avec amour et tendresse, et je me demandais si tout cela avait été authentique ou si j'avais vécu avec un fantôme, avec un homme hanté par son passé et incapable de se donner complètement à moi. Mais je devais continuer à lire, je devais connaître toute la vérité, aussi douloureuse soit-elle, parce que vivre dans l'ignorance maintenant serait pire que n'importe quelle révélation. Thomas écrivait qu'après avoir découvert la trahison de Maria, il était entré dans une rage qu'il n'avait jamais connue auparavant, une fureur aveugle qui l'avait consumé tout entier. Il avait confronté Maria et Laurent, et la scène qui avait suivi avait été violente, destructrice, remplie de mots cruels et de vérités brutales qui ne pouvaient jamais être retirées. Maria lui avait avoué que leur mariage avait été une erreur depuis le début, qu'elle n'avait jamais vraiment aimé Thomas de la manière qu'il méritait d'être aimé, qu'elle s'était mariée avec lui par peur de la solitude et par pression sociale, mais que c'était Laurent qu'elle avait toujours désiré dans son cœur. Et puis elle avait dit quelque chose qui avait brisé Thomas encore plus profondément que la trahison elle-même, quelque chose qui l'avait hanté chaque jour jusqu'à sa mort. Elle lui avait dit que Gabriel, le petit garçon qu'il avait élevé comme son fils, qu'il avait bercé dans ses bras pendant les nuits difficiles, qu'il avait regardé faire ses premiers pas avec une fierté débordante, n'était peut-être pas son fils biologique. Elle n'était pas certaine, disait-elle, parce que la chronologie était floue et qu'elle avait été avec les deux hommes pendant la période où elle était tombée enceinte, mais il y avait une forte possibilité que Gabriel soit en réalité le fils de Laurent. Thomas écrivait que ces mots avaient été comme une sentence de mort, qu'ils avaient détruit le peu qui restait de son ancienne vie, qu'ils l'avaient transformé en un homme qu'il ne reconnaissait plus. Prenez un moment maintenant pour commenter sous cette vidéo et me dire de quelle ville vous nous regardez en ce moment, car je sais que cette histoire touche des cœurs partout dans le monde, et j'aimerais savoir où se trouvent les âmes qui partagent cette douleur avec moi aujourd'hui. Dans les jours qui ont suivi cette révélation dévastatrice, Thomas avait exigé un test de paternité, et l'attente des résultats avait été l'une des périodes les plus torturantes de sa vie. Il passait ses nuits à regarder Gabriel dormir, observant chaque détail de son visage, cherchant désespérément des ressemblances qui pourraient confirmer ou infirmer ses pires craintes. Il se demandait comment il pourrait continuer à aimer cet enfant s'il découvrait qu'il n'était pas son sang, et en même temps il se haïssait pour avoir de telles pensées, parce qu'il aimait Gabriel plus que sa propre vie et que la biologie ne devrait pas changer cela. Mais les doutes le rongeaient, le dévoraient de l'intérieur comme un cancer invisible qui se propageait dans chaque cellule de son être. Quand les résultats sont finalement arrivés, ils ont confirmé ses pires craintes. Gabriel n'était pas son fils biologique. Il était le fils de Laurent, le produit de la trahison et du mensonge qui avait détruit son mariage et sa confiance en l'humanité. Thomas écrivait qu'il était resté assis dans sa voiture pendant des heures après avoir reçu cette nouvelle, incapable de bouger, incapable de penser, incapable de ressentir quoi que ce soit d'autre qu'un vide terrifiant qui semblait s'étendre à l'infini. Il savait qu'il devait prendre une décision, et cette décision allait définir le reste de sa vie. Il pouvait rester et continuer à élever Gabriel comme son fils, en ignorant la vérité biologique et en se concentrant sur l'amour qu'il ressentait pour ce petit garçon qu'il appelait papa avec tant de confiance et d'innocence. Où il pouvait partir, reconstruire sa vie ailleurs, loin des mensonges et de la douleur, et essayer de trouver une paix qu'il ne pourrait jamais avoir s'il restait. Thomas avait choisi de partir. Il écrivait que c'était la décision la plus difficile qu'il ait jamais prise, que cela l'avait détruit de manière irréparable, mais qu'il ne pouvait pas rester dans cette situation sans devenir fou ou sans faire quelque chose qu'il regretterait pour le reste de ses jours. Il avait quitté Maria, Laurent et Gabriel en pleine nuit, emportant seulement quelques affaires et laissant derrière lui tout ce qu'il avait construit pendant ces années. Il avait déménagé dans une autre région de la France, avait changé de travail, avait coupé tous les liens avec son ancienne vie, et pendant un an,
il avait vécu comme un fantôme, allant d'un jour à l'autre sans vraiment vivre, portant sa douleur comme une armure qui le protégeait du monde extérieur mais l'empêchait aussi de ressentir quoi que ce soit d'authentique. Et puis il m'avait rencontré. Thomas écrivait que notre rencontre avait été comme une bouée de sauvetage lancée à un homme en train de se noyer, que je lui avais redonné une raison de croire en l'amour, en la bonté, en la possibilité d'un avenir meilleur. Il disait que dès le premier instant où nos regards s'étaient croisés dans ce café où nous nous étions rencontrés par hasard, il avait su que je pourrais être la personne qui le sauverait de lui-même, qui l'aiderait à reconstruire ce qui avait été détruit. Et pendant les premiers mois de notre relation, il avait été tenté de me raconter son passé, de partager avec moi la douleur qu'il portait, mais chaque fois qu'il essayait, les mots restaient coincés dans sa gorge, paralysé par la peur que je le rejette si je savais la vérité. Alors il avait décidé de garder le silence, de construire une nouvelle vie avec moi basée sur le présent et l'avenir, pas sur le passé, et il s'était convaincu que c'était la meilleure chose à faire pour nous deux. Il m'avait dit qu'il n'avait jamais été marié auparavant, qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il était libre de tout engagement, et je l'avais cru sans poser de questions parce que je voyais l'amour dans ses yeux et que cela me suffisait. Mais Thomas écrivait que ce mensonge l'avait hanté chaque jour de notre mariage, que chaque fois qu'il me regardait, il sentait le poids de la tromperie peser sur sa conscience, que chaque moment de bonheur que nous partagions était teinté par la culpabilité de ne pas être complètement honnête avec moi. Il avait pensé 100 fois à me révéler la vérité, mais plus le temps passait, plus cela devenait difficile, parce qu'il avait peur que la révélation ne détruise tout ce que nous avions construit ensemble. Et maintenant, en lisant ces mots depuis sa tombe, je comprenais que notre mariage avait été bâti sur un secret, sur une omission qui avait façonné chaque aspect de notre vie commune sans que je le sache. Je me sentais trahie, blessée, furieuse contre cet homme que j'avais aimé de tout mon cœur et qui m'avait menti pendant 50 ans. Mais en même temps, je comprenais sa douleur, je comprenais pourquoi il avait fait ce choix, et cette compréhension rendait ma colère encore plus complexe, encore plus difficile à démêler. Mes larmes coulaient maintenant librement sur mes joues, tombant sur le papier et faisant couler l'encre par endroits, mélangeant mes pleurs avec les mots de l'homme qui avait été mon mari, mon compagnon, mon confident pendant tant d'années. Mais la lettre ne s'arrêtait pas là, et ce qui suivait était encore plus bouleversant que tout ce que j'avais lu jusqu'à présent. Thomas écrivait que quelques années après notre mariage, alors que nous essayions d'avoir des enfants sans succès, il avait reçu une lettre de Maria. Elle lui écrivait que Gabriel, maintenant âgé de 7 ans, posait des questions sur son père biologique, qu'il savait que Laurent n'était pas l'homme qu'il avait élevé pendant ses premières années, et qu'il voulait connaître la vérité sur Thomas. Maria demandait si Thomas accepterait de rencontrer Gabriel, ne serait-ce qu'une fois, pour que l'enfant puisse avoir des réponses aux questions qui le tourmentaient. Thomas avait été déchiré par cette demande, tiraillé entre le désir de revoir ce petit garçon qu'il avait tant aimé et la peur de rouvrir des blessures qui avaient à peine commencé à cicatriser. Il m'avait dit à l'époque qu'il devait partir en voyage d'affaires pour quelques jours, et j'avais accepté sans me douter de rien, sans imaginer qu'il partait en réalité pour rencontrer le fils qui n'était pas le sien mais qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. La rencontre avec Gabriel avait été déchirante et belle à la fois. Thomas décrivait dans sa lettre comment l'enfant l'avait regardé avec ses yeux intelligents et curieux, comment il lui avait posé des questions avec une maturité qui dépassait son âge, comment il lui avait demandé pourquoi il était parti et s'il pensait parfois à lui. Thomas avait essayé d'expliquer la situation du mieux qu'il pouvait, en adaptant ses mots pour ne pas blesser un enfant innocent qui ne méritait pas de porter le poids des erreurs des adultes. Il lui avait dit qu'il avait dû partir parce que les choses entre sa maman et lui étaient devenues trop compliquées, mais que cela n'avait rien à voir avec Gabriel, que ce n'était pas sa faute, et qu'il l'avait aimé et l'aimerait toujours comme un fils, peu importe ce que disaient les tests de paternité. Gabriel lui avait demandé s'il pouvait le revoir, et Thomas avait promis qu'il essaierait, même s'il savait au fond de son cœur que c'était une promesse qu'il ne pourrait peut-être pas tenir. Après cette rencontre, Thomas était rentré à la maison et m'avait serré dans ses bras avec une intensité désespérée, et j'avais senti qu'il y avait quelque chose de différent en lui, quelque chose de brisé qui venait de se fissurer encore plus, mais je n'avais pas osé poser de questions parce que je sentais qu'il portait un poids qu'il ne pouvait pas partager avec moi. Au cours des années suivantes, Thomas avait continué à voir Gabriel en secret, quelques fois par an, toujours pendant ses soi-disant voyages d'affaires, toujours sans me dire la vérité. Il regardait cet enfant grandir, devenir un jeune homme, traverser l'adolescence avec tous ses défis et ses triomphes, et il était là dans l'ombre, offrant des conseils quand il le pouvait, écoutant les préoccupations de Gabriel, essayant de combler le vide qu'il avait laissé en partant. Gabriel savait maintenant toute la vérité sur sa naissance,
sur Laurent qui était son père biologique mais qui n'avait jamais vraiment été présent dans sa vie, et sur Thomas qui n'était pas son père par le sang mais qu'il aimait comme tel. Et Gabriel avait choisi Thomas, il l'avait choisi comme père malgré tout, malgré l'absence, malgré la complexité de leur situation, et cette loyauté avait touché Thomas plus profondément qu'il ne pouvait l'exprimer. Mais Thomas écrivait qu'il vivait dans une torture constante, partagée entre deux vies, deux identités, deux versions de lui-même qui ne pouvaient jamais se rencontrer. Il y avait l'homme que j'avais épousé, le Thomas que je connaissais, honnête, fidèle, aimant, qui construisait une vie avec moi. Et puis il y avait l'autre Thomas, celui qui avait un passé secret, qui voyait son fils en cachette, qui portait la culpabilité et les mensonges comme des chaînes invisibles. Mais ce qui m'a véritablement brisé, ce qui a fait exploser ma douleur en une rage incontrôlable, c'est quand j'ai lu la partie de la lettre où Thomas révélait que pendant toutes ces années où nous essayions d'avoir des enfants, où je subissais test après test, traitement après traitement, où je pleurais chaque mois quand mes règles arrivaient et que je réalisais une fois de plus que je n'étais pas enceinte, il savait que le problème ne venait pas de moi mais de lui. Après le divorce avec Maria, il avait fait des examens médicaux qui avaient révélé qu'il avait développé une condition qui le rendait presque stérile, que les chances qu'il puisse avoir un autre enfant étaient pratiquement nulles. Et il ne me l'avait jamais dit. Il m'avait laissé me blâmer, douter de moi-même, me sentir inadéquate et brisée, alors qu'il savait depuis le début que c'était lui qui ne pouvait pas me donner les enfants que nous désirions tant. Il écrivait qu'il avait eu trop honte de l'admettre, trop peur que je le quitte si je savais qu'il ne pourrait jamais me donner une famille, et qu'il avait espéré qu'un miracle se produise, que contre toute attente nous réussirions quand même à concevoir un enfant. Mais le miracle n'était jamais venu, et moi, dans mon ignorance, je m'étais sentie de plus en plus inadéquate, de plus en plus défaillante, portant un fardeau qui n'était pas le mien. J'ai froissé la lettre dans mes mains avec une force que je ne me connaissais pas, et un cri est sorti de ma gorge, un hurlement de douleur et de rage qui a résonné dans toute l'église et qui a fait sursauter le père Antoine. Comment avait-il pu me faire ça? Comment avait-il pu me laisser souffrir pendant toutes ces années alors qu'un simple aveu aurait pu m'épargner tant de tourments? Comment avait-il pu me regarder pleurer, me consoler pendant mes moments de désespoir, me dire que tout allait bien se passer, alors qu'il savait que c'était un mensonge, qu'il n'y avait aucun espoir? Je me sentais trahie de la manière la plus profonde qui soit, non seulement parce qu'il m'avait caché son passé et son fils, mais parce qu'il m'avait laissé me torturer mentalement et émotionnellement pendant des années pour protéger son propre secret et son propre orgueil. Le père Antoine a essayé de me calmer, de me dire que Thomas avait agi par peur et par amour mal dirigé, mais ces paroles ne pouvaient rien contre la tempête qui faisait rage en moi. J'ai continué à lire malgré les larmes qui brouillaient ma vision, malgré la nausée qui me retournait l'estomac, parce que je devais aller jusqu'au bout, je devais connaître toute l'étendue de cette tromperie. Thomas continuait en expliquant que Gabriel était maintenant un homme adulte, qu'il avait 45 ans, qu'il était marié et qu'il avait lui-même des enfants, ce qui faisait de Thomas un grand-père biologique ou non selon comment on voyait les choses. Gabriel avait toujours voulu me rencontrer, écrivait Thomas, il avait toujours été curieux de connaître la femme qui avait rendu son père si heureux pendant toutes ces années, mais Thomas avait refusé encore et encore, incapable de briser le mur qu'il avait construit entre ces deux vies. Maintenant, en lisant cette lettre, Thomas me demandait pardon pour tous les mensonges, pour toute la douleur qu'il m'avait causée, et il me suppliait de rencontrer Gabriel, de lui donner une chance de connaître la vérité sur l'homme qu'avait été son père, et peut-être, si j'en avais la force et la générosité, de construire une relation avec lui malgré tout ce qui s'était passé. Il écrivait que Gabriel méritait de savoir que j'existais, que je méritais de savoir que pendant toutes ces années où je pensais que Thomas et moi n'avions personne d'autre dans nos vies, il y avait en réalité toute une famille cachée dans l'ombre. À la fin de la lettre, Thomas avait inclus l'adresse et le numéro de téléphone de Gabriel, ainsi qu'une lettre séparée que je devais lui remettre si je décidais de le rencontrer. Il écrivait qu'il comprendrait si je choisissais de brûler tout cela, de ne jamais contacter Gabriel, de le haïr pour tout ce qu'il m'avait fait et de tourner la page sans regarder en arrière. Mais il espérait, implorait presque, que je trouverais dans mon cœur la capacité de pardonner, non pas pour lui car il ne méritait pas mon pardon, mais pour Gabriel qui était innocent dans tout cela et qui avait passé sa vie à désirer une connexion avec la seule famille qui lui restait vraiment. Les derniers mots de la lettre étaient ceux-ci: « Tu as été la lumière de ma vie, Elena, la seule chose pure et vraie dans un monde de mensonges et de trahison. Je ne mérite pas ton amour, je ne l'ai jamais mérité, mais je l'ai chéri chaque jour comme le plus précieux des trésors. Pardon de ne pas avoir été l'homme que tu croyais que j'étais.
Pardon de t'avoir aimé avec un cœur brisé qui ne pouvait jamais être complètement le tien. Tu mérites tellement mieux que ce que je t'ai donné, et j'espère qu'un jour, tu pourras trouver la paix que je n'ai jamais pu trouver moi-même. Avec tout l'amour d'un homme imparfait qui t'a aimé plus que la vie elle-même, Thomas. Je suis restée assise dans cette église pendant des heures, incapable de bouger, incapable de penser clairement, submergée par des émotions si intenses et si contradictoires que je ne savais même plus qui j'étais ou ce que je ressentais vraiment. Il y avait de la rage, une colère brûlante contre Thomas pour m'avoir menti pendant toutes ces années, pour m'avoir volé la possibilité de faire des choix informés sur ma propre vie. Il y avait du chagrin, une tristesse profonde et déchirante pour la perte de l'homme que je croyais connaître, pour la réalisation que notre mariage, aussi heureux qu'il ait pu paraître, avait été construit sur des fondations fragiles de secrets et de mensonges. Il y avait de la confusion, un désarroi total face à cette révélation qui changeait tout ce que je pensais savoir sur ma vie, sur mon identité, sur mon histoire. Et il y avait quelque chose d'autre aussi, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé ressentir, une étrange curiosité envers Gabriel, cet homme que je n'avais jamais rencontré mais qui faisait partie de l'histoire de Thomas, qui avait partagé une partie de la vie de mon mari que je ne connaîtrais jamais. Le père Antoine est finalement venu s'asseoir à côté de moi, et sa présence silencieuse était étrangement réconfortante dans ce moment de chaos émotionnel. Il m'a dit qu'il avait lui aussi lutté avec cette situation depuis des années, qu'il avait souvent prié pour que Thomas trouve le courage de me dire la vérité de son vivant, mais que ce courage n'était jamais venu. Il m'a dit que Thomas était venu le voir régulièrement pendant toutes ces années, qu'il se confessait et cherchait l'absolution pour ses mensonges, mais qu'il ne pouvait jamais trouver la force de tout réparer. Le père Antoine m'a parlé de la complexité du pardon, de comment c'est l'une des choses les plus difficiles que Dieu nous demande de faire, mais aussi l'une des plus libératrices. Il m'a dit que je n'avais pas à prendre de décision immédiatement, que je pouvais prendre tout le temps dont j'avais besoin pour traiter ces informations, pour ressentir ce que j'avais besoin de ressentir, pour décider ce que je voulais faire ensuite. Mais il m'a aussi rappelé que la vie est courte, que j'avais 70 ans maintenant et que je ne savais pas combien de temps il me restait, et que parfois les regrets les plus douloureux sont ceux qui viennent des opportunités que nous avons laissées passer par peur ou par orgueil. Je suis rentrée chez moi ce jour-là comme une femme différente de celle qui était entrée dans cette église le matin. Tout dans ma maison me rappelait Thomas, chaque objet, chaque photo, chaque meuble portait son empreinte, et maintenant tout semblait contaminé par ce nouveau savoir, comme si les mensonges avaient infecté chaque centimètre de l'espace que nous avions partagé. J'ai regardé notre photo de mariage accrochée au mur du salon, cette image de deux jeunes gens souriants et pleins d'espoir, et je me suis demandé si l'homme sur cette photo pensait déjà à Gabriel ce jour-là, s'il portait déjà le poids de son secret même pendant ce qui était censé être le plus beau jour de nos vies. J'ai ouvert les albums photos que nous avions méticuleusement remplis au fil des années, regardant nos vacances, nos anniversaires, nos moments quotidiens capturés pour la postérité, et je cherchais des indices, des signes que j'aurais dû remarquer, des moments où peut-être Thomas avait failli craquer et me dire la vérité. Mais il n'y avait rien, rien qui aurait pu me préparer à cette révélation, rien qui aurait pu me faire soupçonner que l'homme que j'aimais vivait une double vie émotionnelle qui le déchirait de l'intérieur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout. Je suis restée allongée dans notre lit, celui où Thomas était mort il y a 3 mois, celui où nous avions partagé tant de moments d'intimité et de tendresse, et je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Je repensais à tous ces voyages d'affaires qu'il avait faits au fil des années, à toutes ces fois où il était rentré avec un regard distant et mélancolique que j'avais attribué à la fatigue du travail. Maintenant je comprenais que c'était le poids de la séparation d'avec Gabriel, la douleur de devoir quitter ce fils qu'il aimait pour revenir vers moi et continuer à vivre dans le mensonge. Je me demandais combien de fois il avait pensé à Gabriel pendant que nous dînions ensemble, combien de fois il avait voulu me parler de lui mais s'était retenu au dernier moment. Je me demandais s'il comparait Gabriel et moi dans sa tête, si parfois il regrettait d'avoir choisi cette vie avec moi au lieu de rester et d'essayer de réparer ce qui avait été brisé avec Maria et son fils. Ces pensées me torturaient comme des serpents venimeux qui s'enroulaient autour de mon esprit et refusaient de me lâcher. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai oscillé entre différents états émotionnels avec une rapidité qui m'effrayait moi-même. Il y avait des moments où je voulais détruire tout ce qui appartenait à Thomas, brûler ses vêtements, déchirer ses photos, effacer toute trace de son existence de ma vie comme s'il n'avait jamais existé. Il y avait d'autres moments où je m'effondrais en pleurs, submergée par le chagrin de l'avoir perdu et par la réalisation que je ne pourrais jamais avoir de réponse directe de lui, que je ne pourrais jamais le confronter et lui demander pourquoi il m'avait fait cela.
Il y avait des moments de rage pure où je hurlais contre lui dans la maison vide, lui criant toute la douleur et la trahison que je ressentais, même si je savais qu'il ne pouvait plus m'entendre. Et il y avait aussi des moments plus calmes, plus réfléchis, où je me demandais si j'aurais agi différemment si j'avais été à sa place, si j'aurais eu le courage de tout révéler au risque de perdre la personne que j'aimais. J'ai appelé ma sœur Marguerite, la seule personne en qui j'avais une confiance totale, et je lui ai tout raconté. Elle était venue immédiatement, avait pris le premier train depuis Lyon où elle vivait, et elle m'avait tenue dans ses bras pendant que je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis que j'étais enfant. Marguerite avait toujours aimé Thomas, elle l'avait considéré comme le frère qu'elle n'avait jamais eu, et cette révélation l'avait choquée autant qu'elle m'avait dévastée. Elle avait dit qu'elle ne pouvait pas croire que l'homme qu'elle avait connu pendant 50 ans ait été capable de maintenir un tel mensonge, que c'était comme découvrir qu'un acteur jouait un rôle si parfaitement qu'on ne pouvait jamais voir où finissait le personnage et où commençait la vraie personne. Nous avons passé des heures à analyser chaque aspect de la situation, à essayer de comprendre les motivations de Thomas, à débattre de ce que je devrais faire maintenant. Marguerite était d'avis que je devais contacter Gabriel, que je méritais d'entendre sa version de l'histoire, que peut-être en le rencontrant je trouverais des réponses aux questions qui me tourmentaient. Mais elle insistait aussi sur le fait que je ne devais rien faire avant d'être vraiment prête, que je ne devais pas me sentir obligée de pardonner ou d'oublier juste parce que c'était ce que Thomas avait souhaité dans sa lettre. Pendant 3 semaines, l'enveloppe contenant les coordonnées de Gabriel et la lettre que Thomas avait écrite pour lui est restée sur ma table de nuit, me fixant comme un reproche silencieux chaque matin quand je me réveillais et chaque soir avant de m'endormir. Je la regardais et je sentais un mélange de peur et de curiosité qui me paralysait. Une partie de moi voulait désespérément rencontrer cet homme qui avait été si important pour Thomas, comprendre qui il était, voir si je pouvais y trouver des traces de l'homme que j'avais aimé. Mais une autre partie de moi avait une peur terrible de ce que cette rencontre pourrait révéler, de la façon dont elle pourrait changer encore plus ma compréhension de ma propre vie. Je me demandais ce que Gabriel pensait de moi, s'il me considérait comme la femme qui avait volé l'attention de son père, ou s'il comprenait que j'avais été aussi victime des circonstances que lui. Je me demandais s'il me ressemblerait à quelque chose, s'il aurait les mêmes manières que Thomas, le même sourire, la même façon de pencher la tête quand il réfléchissait. Finalement, un matin où le soleil brillait d'une manière particulièrement belle à travers mes fenêtres, créant des motifs de lumière sur le plancher de bois que Thomas avait installé de ses propres mains il y a 20 ans, j'ai pris ma décision. J'ai attrapé le téléphone avec des mains tremblantes et j'ai composé le numéro que Thomas avait écrit sur l'enveloppe. Chaque sonnerie semblait durer une éternité, et mon cœur battait si fort que j'étais sûre que la personne à l'autre bout de la ligne pourrait l'entendre quand elle décrocherait. Après 4 sonneries, une voix masculine a répondu, une voix profonde et chaleureuse qui m'a immédiatement rappelé Thomas d'une manière qui m'a coupé le souffle. J'ai dû m'éclaircir la gorge plusieurs fois avant de pouvoir parler, et quand les mots sont finalement sortis, ils tremblaient tellement qu'ils étaient à peine reconnaissables. J'ai dit simplement mon nom, Elena, et j'ai ajouté que j'étais la veuve de Thomas et que j'avais reçu une lettre qui me demandait de le contacter. Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne, un silence si profond et si chargé d'émotions que j'ai cru pendant un instant que la connexion avait été coupée. Puis Gabriel a parlé, et sa voix était remplie d'une émotion qui reflétait la mienne. Il a dit qu'il avait attendu cet appel pendant des années, qu'il avait espéré que Thomas me parlerait de lui de son vivant mais qu'il avait fini par accepter que cela n'arriverait peut-être jamais. Il m'a dit que Thomas lui avait parlé de moi avec tant d'amour et d'admiration que je lui semblais presque irréel, comme un personnage de conte de fées que son père avait inventé pour illustrer ce qu'était l'amour véritable. Il m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer, et j'ai accepté avant même de réaliser ce que je disais, poussé par une force que je ne comprenais pas complètement mais à laquelle je ne pouvais pas résister. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café neutre, un endroit public où nous pourrions parler sans la pression de l'intimité d'une maison qui aurait appartenu à l'un ou à l'autre. Il m'a dit qu'il viendrait seul, que sa femme et ses enfants comprenaient que c'était quelque chose qu'il devait faire par lui-même, mais qu'ils étaient tous très curieux de me rencontrer éventuellement si les choses se passaient bien. Avant de terminer la conversation pour permettre à d'autres de découvrir cette histoire qui pourrait résonner avec leur propre vie, je voudrais vous demander de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes qui vous enseigneront tellement sur la complexité de la vie, sur les zones grises de la moralité humaine, sur la façon dont l'amour et la trahison peuvent coexister dans le même cœur. Ces histoires sont importantes car elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, que d'autres ont traversé des épreuves similaires et ont survécu, et que parfois la seule façon de guérir est de partager notre douleur avec ceux qui peuvent vraiment comprendre.
Le jour de notre rencontre est arrivé plus vite que je ne l'aurais voulu. Je me suis préparée avec un soin méticuleux, changeant de tenue plusieurs fois avant de finalement choisir une robe simple mais élégante que Thomas avait toujours aimée sur moi. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme de 70 ans marquée par le temps et maintenant par cette révélation dévastatrice, mais j'ai aussi vu dans mes yeux une force que je ne savais pas posséder, une détermination à aller jusqu'au bout de cette histoire quelle que soit la douleur qu'elle pourrait encore me causer. J'ai pris la lettre que Thomas avait écrite pour Gabriel et je l'ai glissée dans mon sac à main, sentant le poids symbolique de ce dernier message d'un père à son fils qui allait être transmis à travers moi, la femme qui n'avait jamais su qu'il existait. En marchant vers le café, chaque pas me semblait lourd et significatif, comme si je marchais vers un moment qui définirait le reste de ma vie, peu importe combien de temps il me restait à vivre. Je suis arrivée au café avec 15 minutes d'avance, et j'ai choisi une table dans un coin tranquille d'où je pouvais voir l'entrée. Mon café refroidissait devant moi sans que je le touche, trop nerveuse pour avaler quoi que ce soit, mon estomac noué par l'anticipation et la peur. Et puis il est entré, et j'ai su immédiatement que c'était lui avant même qu'il ne me cherche du regard dans la salle. Il ressemblait tellement à Thomas que c'en était presque douloureux, mais il y avait aussi des différences subtiles qui devaient venir de Maria, la femme sur la photo que je n'avais vue qu'une seule fois mais que je n'oublierai jamais. Gabriel était grand et mince, avec les mêmes épaules larges que Thomas, la même démarche confiante mais humble. Ses cheveux étaient poivre et sel, exactement comme Thomas à cet âge, et quand nos regards se sont finalement croisés à travers la salle du café, j'ai vu dans ses yeux la même expression de douceur mêlée de mélancolie que j'avais vue tant de fois chez mon mari. Il s'est approché lentement, comme s'il avait peur que je m'enfuie s'il bougeait trop vite, et quand il est arrivé à ma table, nous sommes restés là à nous regarder pendant un long moment sans dire un mot, deux étrangers liés par un homme qui n'était plus là pour servir de pont entre nous. Gabriel s'est assis en face de moi et ses premiers mots ont été des excuses. Il s'est excusé pour les mensonges de Thomas, pour la douleur que cette situation devait me causer, pour le fait que son existence même avait apparemment compliqué ma vie d'une manière que je n'avais jamais demandé ni mérité. Il parlait avec une telle sincérité, avec une telle gentillesse dans la voix, que j'ai senti ma défense initiale commencer à se fissurer. Je lui ai dit que rien de tout cela n'était sa faute, qu'il était aussi innocent dans cette histoire que je l'étais, que nous étions tous les deux les victimes des choix que d'autres avaient faits pour nous. Nous avons commencé à parler, d'abord avec hésitation et prudence, puis avec de plus en plus de fluidité à mesure que les minutes passaient. Gabriel m'a raconté sa version de l'histoire, celle d'un enfant qui avait grandi en sachant que quelque chose manquait dans sa vie, que l'homme qui vivait avec lui et sa mère n'était pas vraiment son père même si personne ne le disait ouvertement. Il m'a parlé de la confusion qu'il avait ressentie quand Thomas était parti si soudainement, comment il s'était blâmé pendant des années en pensant qu'il avait fait quelque chose de mal qui avait poussé son père à l'abandonner. Il m'a raconté comment il avait découvert la vérité sur sa naissance quand il avait 12 ans, lors d'une dispute particulièrement violente entre Maria et Laurent où les mots avaient été jetés comme des armes sans se soucier de l'enfant qui écoutait depuis l'étage supérieur. Il avait entendu Laurent crier qu'il en avait assez d'élever le fils d'un autre homme, que Gabriel lui rappelait constamment la trahison de Maria et son propre rôle dans la destruction d'une famille. Cette nuit-là, Gabriel était resté éveillé jusqu'à l'aube, essayant de comprendre ce que ces mots signifiaient, réorganisant toute sa compréhension de son identité et de sa place dans le monde. Le lendemain, il avait confronté sa mère, exigeant la vérité complète, et Maria avait dû tout lui raconter, les tests de paternité, la trahison, le départ de Thomas. Gabriel avait immédiatement voulu contacter Thomas, retrouver cet homme qu'il avait élevé pendant ses premières années et qui était maintenant absent de sa vie, mais Maria lui avait dit que Thomas était parti loin et avait demandé à ne pas être contacté, qu'il avait besoin de reconstruire sa vie ailleurs loin des souvenirs douloureux. Mais ce que Maria n'avait pas dit à Gabriel, et que Thomas lui avait révélé plus tard lors de leur première rencontre arrangée en secret, c'est que c'était Thomas lui-même qui avait initié le contact, qui avait répondu à la lettre de Maria et accepté de rencontrer son fils malgré tous les risques que cela comportait. Thomas avait expliqué à Gabriel que même si la biologie disait qu'il n'était pas lié par le sang, le cœur ne mentait jamais, et que Gabriel serait toujours son fils dans tous les sens qui comptaient vraiment. Cette révélation avait transformé Gabriel, lui donnant une ancre émotionnelle dans une mer de confusion et de douleur. Au fil des années, leur rencontre était devenue une constante précieuse dans la vie de Gabriel, des moments volés où il pouvait être avec l'homme qu'il considérait comme son véritable père, partager ses réussites et ses échecs, demander des conseils et recevoir l'amour inconditionnel qui lui avait tellement manqué après le départ de Thomas.
Mais il m'a dit que chaque rencontre était aussi teintée de tristesse, parce que Thomas parlait de moi avec tant d'affection que Gabriel se sentait coupable, comme s'il volait du temps et de l'attention qui auraient dû m'appartenir. Gabriel m'a montré des photos sur son téléphone, des images de sa vie que Thomas avait capturées lors de leur rencontre secrète. Il y avait des photos de Gabriel adolescent lors de sa remise de diplôme du lycée, Thomas debout fièrement à ses côtés même si officiellement il n'était pas censé être là. Il y avait des photos du mariage de Gabriel, où Thomas était présent mais se tenait à l'arrière, un invité mystérieux que peu de gens connaissaient vraiment. Il y avait des photos des enfants de Gabriel, mes petits-enfants par extension même si je n'avais aucun lien de sang avec eux, et sur chacune de ces photos je pouvais voir la joie pure et non dissimulée sur le visage de Thomas, une joie que j'avais cru être réservée uniquement à nos moments ensemble mais qui manifestement existait aussi dans cette autre vie qu'il menait loin de moi. Chaque photo était comme un coup de poignard, mais c'était aussi étrangement réconfortant de voir que Thomas avait été capable de trouver du bonheur malgré la complexité déchirante de sa situation, que sa capacité d'aimer n'avait pas été complètement détruite par la trahison de Maria et les mensonges qu'il s'était senti obligé de maintenir. Gabriel m'a raconté des anecdotes sur Thomas qui m'étaient complètement inconnues, des histoires de sa jeunesse avant notre rencontre, des rêves qu'il avait usés, des déceptions qu'il avait endurées. Il m'a parlé de la passion de Thomas pour la voile, quelque chose qu'il avait apparemment abandonné après son divorce avec Maria parce que cela lui rappelait trop de souvenirs douloureux de l'époque où ils naviguaient ensemble le long de la côte méditerranéenne. Je n'avais jamais su que Thomas aimait la voile, il ne l'avait jamais mentionné une seule fois pendant nos 50 ans de mariage, et cette révélation m'a fait réaliser combien de parties de lui-même il avait enterrées pour construire cette nouvelle vie avec moi. Gabriel m'a dit que Thomas lui avait confié qu'il avait choisi de ne jamais reparler de certaines choses de son passé parce qu'il voulait faire une coupure nette, créer une séparation totale entre l'homme qu'il avait été et l'homme qu'il essayait de devenir. Mais Gabriel avait toujours senti que cette décision avait coûté quelque chose à Thomas, qu'en enterrant son passé il avait aussi enterré des parties essentielles de lui-même qui ne pourraient jamais vraiment mourir. Nous avons parlé pendant des heures, le café autour de nous se vidant puis se remplissant à nouveau avec la foule de l'heure du déjeuner, puis se vidant encore avec le début de l'après-midi, et nous n'avons même pas remarqué le passage du temps. Gabriel m'a posé des questions sur ma vie avec Thomas, sur les moments que nous avions partagés, sur la façon dont Thomas était mort et s'il avait souffert. Je lui ai raconté les derniers jours de Thomas, comment la maladie l'avait emporté si rapidement que nous n'avions pas vraiment eu le temps de nous préparer à la séparation finale. Je lui ai dit que Thomas avait murmuré mon nom dans son dernier souffle, et je pouvais voir les larmes monter dans les yeux de Gabriel quand il a réalisé qu'il n'avait pas été là pour dire au revoir à l'homme qu'il considérait comme son père. Il m'a confié que c'était l'un de ses plus grands regrets, que Thomas soit mort sans qu'ils aient pu avoir une dernière conversation, sans qu'il puisse lui dire une dernière fois combien il l'aimait et combien il était reconnaissant pour tout ce qu'il avait fait pour lui malgré les circonstances impossibles. C'est à ce moment-là que j'ai sorti l'enveloppe de mon sac et que je l'ai glissée sur la table vers Gabriel. Je lui ai dit que Thomas lui avait écrit une dernière lettre, que je n'avais pas lue parce qu'elle lui était destinée personnellement, et que j'espérais qu'elle pourrait lui apporter un peu de la conclusion qu'il cherchait. Les mains de Gabriel tremblaient quand il a pris l'enveloppe, et je pouvais voir qu'il luttait pour garder son sang-froid. Il m'a demandé si je voulais qu'il la lise en privé, mais j'ai secoué la tête, lui disant que je voulais être là, que d'une certaine manière cela me semblait important de partager ce moment avec lui même si le contenu de la lettre ne me concernait pas directement. Gabriel a ouvert l'enveloppe avec une révérence presque religieuse, et j'ai vu ses yeux parcourir les lignes que Thomas avait écrites pour lui, probablement des années auparavant en prévision de ce moment exact. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues sans qu'il essaie de les retenir, et sa respiration est devenue irrégulière à mesure qu'il lisait. Quand il a finalement terminé, il a levé les yeux vers moi et m'a dit ce que Thomas avait écrit. La lettre était une déclaration d'amour d'un père à son fils, des excuses pour tous les moments manqués et toutes les fois où Thomas n'avait pas pu être là ouvertement comme il l'aurait voulu. Thomas écrivait qu'il n'avait jamais regretté un seul instant passé avec Gabriel, que ces rencontres secrètes avaient été parmi les moments les plus précieux de sa vie même si elles étaient teintées de la tristesse de la séparation inévitable qui suivait toujours. Il expliquait pourquoi il n'avait jamais pu me parler de Gabriel, non pas parce qu'il avait honte de lui mais parce qu'il avait honte de lui-même, de sa lâcheté, de son incapacité à trouver un moyen de réconcilier les deux parties de sa vie sans détruire l'une ou l'autre. Thomas demandait à Gabriel de prendre soin de moi si possible, de me considérer comme une partie de sa famille élargie si j'étais disposée à accepter cette connexion étrange et inattendue. Il écrivait qu'il espérait que Gabriel et moi pourrions trouver du réconfort l'un dans l'autre,
que nous pourrions partager nos souvenirs de lui et peut-être construire quelque chose de nouveau et de significatif à partir des ruines de ces mensonges. Les derniers mots de la lettre de Thomas à Gabriel étaient ceux-ci, et Gabriel me les a lus à voix haute avec une voix brisée par l'émotion. Tu as été mon plus grand cadeau et mon plus grand regret, non pas parce que je regrette un seul moment passé avec toi, mais parce que je regrette de ne pas avoir eu le courage d'être le père que tu méritais pleinement et ouvertement. Tu es devenu un homme remarquable malgré mes échecs, et je suis plus fière de toi que les mots ne pourront jamais l'exprimer. Prends soin de ta famille, chéris chaque moment avec eux, et n'oublie jamais que l'amour véritable transcende le sang et les circonstances. Tu seras toujours mon fils, dans cette vie et dans la suivante. Avec tout l'amour d'un père imparfait, Thomas. Nous avons pleuré ensemble alors, Gabriel et moi, deux personnes qui s'étaient rencontrées en tant qu'étrangers quelques heures auparavant mais qui étaient maintenant liées par le chagrin partagé et la compréhension commune de ce que signifiait aimer et perdre Thomas. Après cette rencontre, quelque chose a changé en moi. La rage brûlante que j'avais ressentie initialement s'est transformée en quelque chose de plus complexe et de plus nuancé. Je comprenais maintenant que Thomas n'avait pas agi par malice ou par désir de me blesser, mais par peur et par amour mal dirigé pour nous deux, Gabriel et moi. Il avait essayé de protéger tout le monde et avait fini par créer une situation où personne n'était complètement heureux, où chacun vivait avec des secrets et des demi-vérités. Je ne pouvais pas dire que je pardonnais complètement à Thomas, le pardon est un processus long et difficile qui ne peut pas être précipité, mais je commençais à comprendre ses motivations même si je ne pouvais pas approuver ses méthodes. Gabriel et moi avons décidé de rester en contact, de construire lentement une relation qui honorait la mémoire de Thomas tout en reconnaissant la complexité de notre situation. Il m'a invité à rencontrer sa famille, et quelques semaines plus tard je me suis retrouvée assise dans son salon entourée de sa femme Isabelle et de ses deux enfants, Emma et Lucas, écoutant des histoires sur Thomas racontées d'une perspective complètement différente de celle que j'avais connue. Emma, qui avait 17 ans et les mêmes yeux perçants que Thomas, m'a raconté comment son grand-père lui avait appris à jouer aux échecs pendant ses visites, comment il lui expliquait que chaque pièce avait son importance et que parfois les sacrifices étaient nécessaires pour protéger ce qui était vraiment précieux. Elle ne savait pas à l'époque que Thomas parlait autant de sa propre vie que du jeu, que chaque leçon stratégique était aussi une métaphore pour les choix impossibles qu'il avait faits. Lucas, plus jeune de 2 ans, était plus réservé mais il a fini par me montrer un carnet que Thomas lui avait offert rempli de dessins et de notes sur les oiseaux qu'ils avaient observés ensemble lors de leur promenade dans les bois. Thomas avait apparemment développé une passion pour l'ornithologie dans les dernières années de sa vie, quelque chose d'autre qu'il n'avait jamais partagé avec moi, et je me demandais combien d'autres passions et intérêts il avait gardés secrets parce qu'ils appartenaient à cette autre partie de sa vie qu'il gardait séparée de moi. Isabelle, la femme de Gabriel, était une présence chaleureuse et accueillante qui m'a fait sentir bienvenue dès le premier instant. Elle m'a raconté comment Gabriel lui avait parlé de Thomas dès le début de leur relation, comment il lui avait expliqué la situation complexe avec son père qui ne pouvait pas être présent officiellement dans sa vie mais qui était là dans les moments importants d'une manière cachée et secrète. Isabelle avait toujours été curieuse de me rencontrer, se demandant quel genre de femme avait capturé le cœur de Thomas au point qu'il avait construit toute une vie séparée avec elle. Elle m'a dit quelque chose ce jour-là qui m'a profondément touchée. Elle a dit que d'après ce que Gabriel lui avait raconté des conversations avec Thomas, il était évident que Thomas m'aimait d'une manière qu'il n'avait jamais aimé Maria, que notre relation était basée sur une connexion authentique et profonde même si elle était construite sur une fondation de secrets. Cette affirmation ne justifiait pas les mensonges, mais elle m'aidait à comprendre que j'avais été importante pour Thomas d'une manière qui allait au-delà de la tromperie. Au fil des semaines et des mois qui ont suivi, Gabriel et sa famille sont devenus une partie importante de ma vie. Nous nous voyons régulièrement pour des dîners, des promenades dans le parc, des après-midi tranquilles passés à regarder de vieux films ou simplement à discuter de tout et de rien. C'était étrange et parfois douloureux de voir Gabriel faire des gestes qui me rappelaient tellement Thomas, la façon dont il riait avec la tête rejetée en arrière, la manière dont il fronçait les sourcils quand il était concentré, le petit mouvement de la main qu'il faisait quand il essayait d'expliquer quelque chose de compliqué. Mais c'était aussi réconfortant d'une certaine manière, comme si une partie de Thomas vivait encore à travers Gabriel et ses enfants, comme si l'homme que j'avais aimé n'était pas complètement perdu mais continuait à travers cette famille que je n'avais jamais su que j'avais. Emma a commencé à m'appeler grand-mère Elena, d'abord timidement puis avec plus de confiance, et chaque fois que j'entendais ce mot je sentais mon cœur se gonfler d'un mélange de joie et de tristesse pour tous les moments que nous avions perdus,
pour toutes les années où j'aurais pu connaître ces enfants merveilleux mais où je vivais dans l'ignorance de leur existence. Un jour, environ 6 mois après ma première rencontre avec Gabriel, il m'a demandé si je voulais voir la maison où Thomas avait vécu avec Maria et où il avait passé les premières années de la vie de Gabriel. La maison existait toujours, maintenant occupée par d'autres personnes, mais elle se trouvait dans une petite ville côtière à quelques heures de route et Gabriel pensait que cela pourrait m'aider à avoir une image plus complète de la vie de Thomas. J'ai hésité longuement avant d'accepter, me demandant si c'était vraiment une bonne idée de confronter physiquement cette partie du passé de Thomas, mais finalement ma curiosité a gagné. Nous avons fait le voyage un samedi ensoleillé, conduisant à travers la campagne française qui se transformait lentement en paysage côtier avec ses pins parasols et l'odeur salée de la mer qui devenait de plus en plus forte à mesure que nous approchions. Gabriel conduisait en silence la plupart du temps, perdu dans ses propres souvenirs, et je regardais par la fenêtre en essayant d'imaginer Thomas faire ce même trajet des décennies auparavant, jeune et plein d'espoir pour l'avenir qu'il construisait avec Maria. Quand nous sommes finalement arrivés dans la petite ville, j'ai été frappé par sa beauté tranquille. C'était un de ces endroits pittoresques que l'on voit sur les cartes postales, avec des maisons blanchies à la chaux, des volets bleus qui brillaient au soleil, et le port rempli de petits bateaux de pêche qui se balançaient doucement sur l'eau. Gabriel a garé la voiture près du front de mer et nous avons marché en silence vers la maison, qui se trouvait sur une petite colline surplombant la mer. C'était une belle propriété avec un jardin envahi par la végétation et une terrasse qui offrait une vue spectaculaire sur l'océan. Je pouvais facilement imaginer pourquoi Thomas et Maria avaient choisi cet endroit, c'était le genre d'endroit où on pourrait croire que rien de mauvais ne pourrait jamais arriver, où la beauté naturelle semblait promettre une vie de paix et de bonheur éternel. Gabriel s'est arrêté devant la maison et a pointé vers une fenêtre au 2e étage. C'était sa chambre d'enfant, m'a-t-il dit, et il se souvenait encore de s'endormir chaque soir en écoutant le son des vagues qui se brisaient sur les rochers en contrebas. Il m'a raconté comment Thomas avait l'habitude de venir dans sa chambre avant qu'il s'endorme et de lui raconter des histoires inventées sur des pirates et des aventuriers qui parcouraient les mers à la recherche de trésors perdus. Ces histoires étaient devenues si importantes pour Gabriel que même des années après le départ de Thomas, il continuait à se les raconter à lui-même dans les moments difficiles, trouvant du réconfort dans ses souvenirs d'une époque où il se sentait aimé et en sécurité. Nous nous sommes assis sur un banc public qui faisait face à la maison, et Gabriel a continué à partager des souvenirs de son enfance dans cet endroit. Il m'a parlé des matins où Thomas le réveillait tôt pour aller pêcher ensemble avant que le soleil ne soit complètement levé, comment il restait sur le quai en silence pendant des heures, partageant une complicité qui n'avait pas besoin de mots. Il m'a raconté les après-midi d'été où toute la famille allait à la plage et comment Thomas lui apprenait à nager, ses grandes mains fortes le soutenant dans l'eau pendant qu'il essayait de flotter tout seul pour la première fois. Il m'a dit que c'était ces moments, ces souvenirs simples et quotidiens, qui lui avaient le plus manqué après le départ de Thomas, plus que les grandes occasions ou les événements spéciaux. C'était la présence constante d'un père aimant qui avait disparu du jour au lendemain, laissant un vide que ni Maria ni Laurent n'avaient jamais pu combler malgré leurs efforts. En écoutant Gabriel parler, j'ai réalisé que j'éprouvais quelque chose d'inattendu, non pas de la jalousie pour ces moments que Thomas avait partagés avec une autre famille, mais une sorte de gratitude étrange pour le fait que cet homme que j'avais aimé avait été capable d'aimer si profondément, même dans des circonstances impossibles. Gabriel m'a ensuite emmené au cimetière local où Maria était enterrée. Elle était morte il y a 5 ans d'un cancer du sein, et Gabriel visitait sa tombe régulièrement malgré la complexité de leur relation. Devant la pierre tombale simple qui portait son nom et ses dates de naissance et de mort, Gabriel m'a parlé de sa mère avec une honnêteté brutale. Il a dit qu'il l'avait aimée malgré tout, malgré ses erreurs et les dommages qu'elle avait causés, parce qu'elle était sa mère et qu'elle avait fait de son mieux même si son mieux n'avait pas été suffisant. Il m'a raconté comment Maria avait porté le poids de sa culpabilité pendant toutes ces années, comment elle parlait parfois de Thomas avec des regrets profonds, se demandant à voix haute ce qui serait arrivé si elle avait fait des choix différents, si elle avait été plus honnête dès le début. Dans ces derniers jours, quand le cancer la consumait et que les médicaments contre la douleur la rendaient vulnérable et sans filtre, elle avait confié à Gabriel que Thomas avait été le meilleur homme qu'elle ait jamais connu, et que la plus grande erreur de sa vie avait été de ne pas reconnaître cette vérité avant qu'il ne soit trop tard. Cette révélation m'a touchée d'une manière que je n'aurais pas pu anticiper. Pendant tous ces mois depuis que j'avais découvert l'existence de Maria, je l'avais considérée comme une antagoniste dans l'histoire de Thomas, la femme qui l'avait trahi et brisé de manière irréparable. Mais maintenant,
En me tenant devant sa tombe et en écoutant Gabrielle parler d'elle avec une compassion mélangée de tristesse, je comprenais qu'elle aussi avait été humaine, faillible, capable d'erreurs terribles mais aussi capable de regrets et de croissance. Elle avait passé le reste de sa vie en payant le prix de ses choix, vivant avec un homme qu'elle avait choisi dans un moment de passion mais qui n'avait jamais vraiment pu lui donner le bonheur qu'elle cherchait. Laurent avait quitté Maria et Gabrielle quand Gabrielle avait 15 ans, incapable de supporter plus longtemps le poids de la culpabilité et les regards accusateurs de son fils qui ne l'avait jamais vraiment accepté comme un père. Maria avait alors élevé Gabrielle seule, travaillant dur pour subvenir à leurs besoins tout en portant le fardeau de ses erreurs passées et de la famille qu'elle avait contribué à détruire. En quittant le cimetière, Gabrielle m'a demandé quelque chose qui m'a surprise. Il voulait savoir si je pourrais un jour pardonner à sa mère, même si elle n'était plus là pour recevoir ce pardon, même si cela ne changerait rien à ce qui s'était passé. Il a expliqué que pour lui, le pardon n'était pas vraiment pour la personne qui avait commis l'offense, mais pour celui qui la portait dans son cœur comme un poids. Il m'a dit qu'il avait vu comment la colère et le ressentiment avaient consumé certaines personnes dans sa vie, comment ces émotions négatives étaient devenues comme un poison qui contaminait tout le reste, et il ne voulait pas que je passe le reste de mes jours empoisonné par la trahison de Thomas et les actions de Maria. J'ai réfléchi longuement à sa question, et finalement je lui ai dit que je ne savais pas si je pourrais un jour pardonner complètement, mais que j'essaierais de travailler vers la compréhension et l'acceptation, ce qui était peut-être une forme de pardon en soi. Je lui ai dit que rencontrer lui et sa famille m'avait déjà aidé à voir la situation sous un angle différent, à comprendre que même dans les situations les plus compliquées et douloureuses, il pouvait y avoir de l'amour authentique et des connexions significatives. Dans les mois qui ont suivi cette visite, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai commencé à écrire l'histoire complète de Thomas, pas seulement la version que je connaissais mais toute l'histoire incluant Gabrielle, Maria, et la vie secrète qu'il avait menée pendant tant d'années. C'était une entreprise thérapeutique pour moi, une façon de traiter toutes les émotions complexes que j'éprouvais et de donner un sens à ce qui semblait au début n'être qu'un chaos de mensonges et de trahison. Gabrielle m'a aidé en partageant ses propres souvenirs et en me donnant accès à des lettres que Thomas lui avait écrites au fil des années, des lettres remplies de sagesse paternelle et d'amour inconditionnel mais aussi marquées par la douleur de la séparation forcée. En lisant ces lettres, j'ai vu un côté de Thomas que je n'avais jamais connu, un homme déchiré entre deux mondes, essayant désespérément de faire ce qui était juste pour tout le monde mais finissant par blesser les personnes qu'il aimait le plus. Une des lettres en particulier m'a marqué profondément. Thomas l'avait écrite à Gabriel quand celui-ci avait 20 ans et traversait une période difficile où il doutait de sa propre capacité à maintenir des relations honnêtes après avoir grandi dans un environnement marqué par le mensonge et la trahison. Thomas écrivait : « Mon cher fils, je sais que mes actions t'ont appris les mauvaises leçons sur ce que signifie aimer quelqu'un. J'ai menti à la femme que j'aime pour te protéger, ou du moins c'est ce que je me suis dit, mais en réalité j'ai menti par lâcheté, par peur de perdre ce que j'avais construit avec elle si elle connaissait toute la vérité. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. L'honnêteté, même quand elle est douloureuse, est toujours meilleure que les mensonges, même quand ils semblent bien intentionnés. Les secrets ont un poids qui augmente avec le temps, et un jour ils deviennent si lourds qu'ils peuvent écraser tout ce que tu as construit. Sois meilleur que moi. Sois l'homme que je n'ai jamais eu le courage d'être. » Ces mots m'ont fait réaliser que Thomas avait été conscient de ses échecs, qu'il n'avait pas vécu dans un déni confortable mais avait porté la pleine conscience de ce qu'il faisait et de la douleur qu'il causerait inévitablement. Cette reconnaissance rendait ses actions encore plus complexes, ni complètement condamnables ni complètement excusables, mais profondément humaines dans leur imperfection. J'ai aussi commencé à parler avec le Père Antoine de manière régulière, cherchant une guidance spirituelle pour naviguer dans ce territoire émotionnel inconnu. Il m'a aidé à comprendre que la foi n'exige pas que nous comprenions tout ou que nous soyons capables de pardonner immédiatement, mais simplement que nous restions ouverts à la possibilité de la grâce et de la guérison. Il m'a rappelé que même Jésus sur la croix avait demandé pourquoi Dieu l'avait abandonné, que le doute et la douleur faisaient partie de l'expérience humaine et n'étaient pas des signes de faiblesse spirituelle. Le Père Antoine m'a aussi raconté ses propres conversations avec Thomas au fil des années, comment Thomas venait se confesser régulièrement mais semblait incapable de trouver la force de changer sa situation. Le prêtre avait conseillé à Thomas de me dire la vérité à maintes reprises, lui expliquant que les secrets rongeaient l'âme et que la vraie intimité ne pouvait exister sans honnêteté complète. Mais Thomas avait toujours trouvé des raisons de retarder, des excuses pour maintenir le statu quo encore un peu plus longtemps,
Jusqu'à ce que les années se soient accumulées et que le mensonge soit devenu si ancré dans le tissu de notre mariage qu'il semblait impossible de le dénouer sans tout détruire. Le père Antoine m'a posé une question lors d'une de nos conversations qui m'a forcé à réfléchir profondément. Il m'a demandé si, en sachant maintenant toute la vérité, je changerais quelque chose si je pouvais revenir en arrière. Est-ce que j'aurais voulu que Thomas me dise tout dès le début de notre relation, même si cela aurait pu signifier que nous ne nous serions jamais mariés ? Est-ce que j'aurais préféré vivre dans l'ignorance jusqu'à ma mort, ne jamais connaître Gabriel et sa famille, continuer à penser que mon mariage avait été simple et non compliqué ? Ou est-ce que malgré toute la douleur, il y avait quelque chose de précieux dans cette vérité difficile, quelque chose qui méritait d'être connu même au prix de la souffrance qu'elle causait ? J'ai lutté avec cette question pendant des semaines, tournant et retournant les possibilités dans mon esprit. Finalement, j'ai réalisé que je ne pouvais pas regretter le passé parce que cela signifierait regretter les 50 années de ma vie que j'avais passées avec Thomas, et malgré tout, ces années avaient été remplies de moments authentiques de joie et d'amour qui ne pouvaient pas être effacés par la révélation de ses secrets. Mais je ne pouvais pas non plus dire que j'aurais préféré rester dans l'ignorance, parce que connaître Gabriel et sa famille avait enrichi ma vie d'une manière inattendue et m'avait donné quelque chose de précieux dans mes dernières années. Un an après avoir reçu l'enveloppe du père Antoine, Gabriel m'a invité à un événement familial spécial. Emma allait avoir 18 ans, et ils organisaient une grande fête pour célébrer son passage à l'âge adulte. Gabriel m'a dit qu'Emma voulait que je sois là, qu'elle me considérait maintenant comme une partie importante de sa vie et ne pouvait pas imaginer célébrer ce moment sans moi. J'ai été profondément touchée par cette invitation, et le jour de la fête, en me préparant et en choisissant un cadeau pour Emma, j'ai réalisé que j'avais parcouru un long chemin émotionnel depuis ce matin terrible dans l'église. La rage et la trahison que j'avais ressenties avaient été transformées en quelque chose de plus doux, de plus complexe. Je ne dirais pas que j'avais complètement pardonné à Thomas, le pardon n'est pas un événement unique mais un processus continu, mais j'avais trouvé une sorte de paix avec la situation. Je pouvais maintenant penser à Thomas avec affection malgré ses mensonges, me souvenir des bons moments sans que chaque mémoire soit empoisonnée par la connaissance de ce qu'il cachait. Et la fête était magnifique, tenue dans le jardin de la maison de Gabriel avec des lanternes suspendues dans les arbres et une longue table dressée pour le dîner en plein air. Il y avait des dizaines de personnes là, des amis de la famille, des parents d'Isabelle, des camarades de classe d'Emma, et j'ai été présentée simplement comme la grand-mère Elena, sans explication compliquée sur la nature exacte de ma relation avec la famille. Pendant le dîner, Gabriel s'est levé pour porter un toast à Emma, et dans son discours il a mentionné Thomas, parlant de son grand-père qui n'était plus là physiquement mais dont l'influence continuait à façonner leur vie de manières importantes. Il a regardé vers moi pendant qu'il parlait, et j'ai vu dans ses yeux une reconnaissance silencieuse de tout ce que nous avions traversé ensemble pour arriver à ce moment. Emma s'est également levée pour parler, et elle a surpris tout le monde en disant qu'elle voulait dédier cette soirée non seulement à ses parents et amis mais aussi à moi, la femme qui avait eu le courage et la générosité de cœur d'accueillir une famille qu'elle n'avait jamais connue et de leur offrir de l'amour malgré les circonstances difficiles. Ces mots m'ont fait pleurer, des larmes de joie cette fois plutôt que de douleur, et j'ai réalisé que quelque chose de beau avait émergé des cendres de la trahison de Thomas. Plus tard dans la soirée, après que la plupart des invités soient partis et que seule la famille proche reste à nettoyer et à profiter des derniers moments de la célébration, Lucas m'a approché timidement. Il m'a demandé si je pouvais lui parler de Thomas, de l'homme que j'avais connu, parce qu'il voulait avoir une image plus complète de son grand-père. Nous nous sommes assis ensemble sur les marches de la terrasse, regardant le ciel étoilé, et je lui ai raconté des histoires sur Thomas que même Gabriel n'avait jamais entendues. Je lui ai parlé de la façon dont Thomas aimait jardiner le dimanche matin, comment il passait des heures à s'occuper de ses tomates et de ses herbes aromatiques avec une patience et un soin qui confinaient à la méditation. Je lui ai raconté comment Thomas adorait la musique classique, particulièrement Chopin, et comment il jouait du piano tard le soir quand il ne pouvait pas dormir, remplissant la maison de mélodies mélancoliques qui semblaient capturer quelque chose d'inexprimable dans son âme. Je lui ai parlé de l'humour sec de Thomas, de sa façon de faire des blagues subtiles qui vous faisaient rire 5 minutes après qu'il les ait dites, une fois que vous aviez enfin compris la référence cachée. Lucas écoutait avec une attention intense, absorbant chaque détail comme s'il essayait de construire une image tridimensionnelle de cet homme dans son esprit. Puis il m'a posé une question qui m'a fait réaliser à quel point les jeunes sont parfois plus sages que nous le pensons. Il m'a demandé si je pensais que son grand-père avait été une bonne personne malgré ses mensonges. C'était une question profonde qui touchait au cœur de ce avec quoi je luttais depuis un an.
J'ai pris mon temps pour répondre, voulant être honnête mais aussi juste envers Thomas. Je lui ai dit que les gens ne pouvaient pas être simplement divisés en bons et mauvais, que nous étions tous un mélange complexe de lumière et d'ombre, de force et de faiblesse. Thomas avait fait des choix qui avaient blessé des gens qu'il aimait, mais il avait aussi apporté beaucoup d'amour et de joie dans le monde. Il avait menti, mais il avait aussi été présent pour Gabriel d'une manière que beaucoup de pères biologiques ne le sont jamais pour leurs propres enfants. Il m'avait trompé sur son passé, mais il m'avait aussi aimé fidèlement pendant 50 ans et m'avait rendue heureuse de manières innombrables. La moralité, ai-je dit à Lucas, n'est pas aussi simple que nous aimerions qu'elle le soit, et apprendre à vivre avec cette ambiguïté est une partie importante de devenir adulte. Lucas a réfléchi à mes paroles pendant un long moment, puis il m'a dit quelque chose qui m'a profondément émue. Il a dit que d'après ce qu'il comprenait de l'histoire de son grand-père, la plus grande leçon n'était pas que mentir était acceptable dans certaines circonstances, mais que même les bonnes personnes peuvent faire de mauvais choix quand elles ont peur, et que la vraie force vient de notre capacité à continuer à aimer malgré nos imperfections et celles des autres. Il a ajouté qu'il était reconnaissant que j'ai choisi de connaître leur famille plutôt que de rejeter Gabriel et tout ce qui le représentait, parce que cela lui montrait que l'amour pouvait être plus fort que la douleur et que le pardon, même quand il était difficile, valait toujours l'effort. À 15 ans, Lucas avait articulé quelque chose que j'avais mis des mois à comprendre moi-même, et j'ai réalisé que Thomas vivait non seulement à travers les traits physiques de ses descendants mais aussi à travers leur capacité à aimer profondément et à voir la complexité dans les situations qui semblaient d'abord être simplement bonnes ou mauvaises. Maintenant, à 71 ans, en regardant en arrière sur cette année extraordinaire qui a suivi la révélation de la lettre de Thomas, je peux dire que j'ai été transformée par cette expérience d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La femme qui est entrée dans cette église il y a un an avec une vision simple et confortable de sa vie n'existe plus. À sa place se tient une femme qui comprend que la vérité est souvent complexe et douloureuse, que les gens que nous aimons sont capables de nous décevoir profondément tout en nous aimant sincèrement, et que parfois les plus grands cadeaux viennent emballer dans la douleur et la trahison. J'ai gagné une famille que je n'avais jamais cherchée, des petits-enfants qui remplissent mes dernières années de joie et de sens, et une compréhension plus profonde de ce que signifie vraiment aimer quelqu'un avec toutes ses imperfections et ses secrets. Je pense souvent à ce que Thomas ressentirait s'il pouvait voir Gabriel et moi ensemble maintenant, riant autour d'un repas ou partageant des histoires sur lui. Je pense qu'il serait soulagé, reconnaissant, et peut-être un peu surpris que nous ayons été capables de construire quelque chose de positif à partir du gâchis qu'il avait laissé derrière lui. Il y a quelques semaines, Gabriel m'a montré quelque chose qu'il avait trouvé en nettoyant le grenier de sa maison, une boîte remplie de lettres que Thomas lui avait écrites au fil des ans mais que Gabriel n'avait jamais complètement lues, trop douloureux à l'époque de vraiment absorber toute l'émotion qu'elles contenaient. Nous avons passé un après-midi entier à les lire ensemble, et dans ces lettres j'ai trouvé l'âme de Thomas exposée d'une manière qu'il n'avait jamais été capable de faire en personne. Il écrivait sur sa lutte constante avec la culpabilité, sur les nuits où il restait éveillé à se demander s'il faisait la bonne chose en maintenant cette séparation entre ses deux vies. Il écrivait sur son amour pour moi et comment il me protégeait non pas parce qu'il pensait que j'étais faible mais parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de me blesser avec la vérité de son passé. Il écrivait sur sa foi et comment il priait constamment pour avoir la force de faire ce qui était juste, même s'il n'était jamais vraiment sûr de ce que cela signifiait dans sa situation impossible. Dans une lettre écrite à Gabriel quand celui-ci avait 30 ans, Thomas avait écrit quelque chose qui résumait parfaitement le dilemme dans lequel il avait vécu. Je me demande souvent si Dieu me jugera pour mes mensonges ou me comprendra pour avoir essayé de protéger ceux que j'aime de la douleur de la vérité. Je ne peux pas dire que j'ai fait le bon choix, mais je peux dire que chaque choix que j'ai fait venait d'un endroit d'amour, même si cet amour était imparfait et égoïste par moments. En lisant ces mots, j'ai finalement senti quelque chose se relâcher en moi, un nœud de colère et de douleur qui s'était logé dans ma poitrine depuis ce jour dans l'église. Je ne dirais pas que j'ai pardonné complètement à Thomas à ce moment-là, le pardon n'est pas un interrupteur qu'on peut simplement allumer, mais j'ai senti que je pouvais commencer à lâcher prise sur une partie de la rage que j'avais portée. Je comprenais maintenant que Thomas n'avait pas été un monstre manipulateur qui prenait plaisir à me tromper, mais un homme profondément imparfait qui avait fait de mauvais choix en essayant de naviguer dans une situation impossible. Cela n'excusait pas ses mensonges, cela ne réparait pas la douleur qu'il avait causée, mais cela humanisait ses actions d'une manière qui rendait le pardon au moins possible, même si c'était encore difficile.
J'ai réalisé que je pouvais à la fois reconnaître la trahison de Thomas et chérir les souvenirs de notre vie ensemble, que ces deux vérités pouvaient coexister sans s'annuler mutuellement. Notre mariage avait été construit sur un mensonge, mais l'amour que nous avions partagé au quotidien avait été réel. Les deux choses étaient vraies simultanément, et apprendre à tenir cette contradiction était peut-être la leçon la plus importante que cette expérience m'avait enseignée. J'ai commencé à partager mon histoire avec d'autres, d'abord timidement avec quelques amis proches qui s'étaient demandé pourquoi je passais tant de temps avec Gabriel et sa famille, puis plus ouvertement dans des groupes de soutien pour les personnes qui naviguent dans des situations familiales compliquées. J'ai été surprise de découvrir combien de personnes vivaient avec des secrets similaires, combien de familles avaient été construites sur des fondations de mensonges bien intentionnés ou de vérités soigneusement cachées. En partageant mon histoire, j'ai aidé d'autres personnes à se sentir moins seules dans leur propre lutte, et elles m'ont aidé en retour en me montrant différentes façons de penser au pardon, à la trahison et à la rédemption. Une femme m'a raconté comment elle avait découvert après la mort de son père qu'il avait eu une deuxième famille dans un autre pays, et comment elle avait dû décider si elle voulait contacter ses demi-frères et sœurs qu'elle n'avait jamais connus. Un homme m'a parlé de découvrir que sa mère avait donné un bébé en adoption avant de l'avoir, et comment il avait navigué la relation complexe avec ce frère aîné qui était soudainement apparu dans sa vie. Chaque histoire était unique dans ses détails mais partageait des thèmes communs de trahison, de découverte, et de la lutte pour trouver un chemin vers la guérison et l'acceptation. Le père Antoine m'a récemment demandé si je serais disposée à partager mon histoire plus largement, peut-être en écrivant quelque chose qui pourrait être publié ou en parlant lors d'événements paroissiaux sur les thèmes de la foi, du pardon et de la famille. Il pense que mon expérience pourrait offrir de l'espoir aux gens qui luttent avec leurs propres révélations difficiles, leur montrant qu'il est possible de survivre à une trahison dévastatrice et même de trouver quelque chose de précieux de l'autre côté. J'ai accepté, non pas parce que je pense avoir toutes les réponses ou avoir parfaitement navigué dans cette situation, mais parce que je crois que nos histoires ont du pouvoir quand nous les partageons honnêtement, avec toute leur complexité et leur douleur. Je veux que les gens sachent qu'il est possible d'aimer quelqu'un profondément et de découvrir qu'ils vous ont menti pendant des années, et de survivre à cette découverte. Je veux qu'ils sachent qu'on peut être en colère et comprendre en même temps, qu'on peut ressentir de la trahison et de la compassion pour la personne qui nous a trahis. Je veux qu'ils sachent que les fins ne sont jamais aussi nettes que nous le voudrions, que la vie continue dans toute sa complexité même après les révélations les plus dévastatrices. Hier, Gabriel, Isabelle et moi sommes retournés dans cette petite église où tout a commencé il y a 1 an. Nous voulions organiser une sorte de cérémonie commémorative pour Thomas, quelque chose qui reconnaîtrait toute la complexité de qui il avait été, pas seulement la version simplifiée que j'avais connue ou la version fragmentée que Gabriel avait expérimentée, mais l'homme entier avec toutes ses contradictions et ses imperfections. Le père Antoine a accepté de présider cette cérémonie privée, juste nous 3 et lui, dans cette même église où j'avais reçu l'enveloppe qui avait changé ma vie. Nous avons chacun partagé des souvenirs de Thomas, les bons et les difficiles, créant une image plus complète de l'homme qu'il avait été. Gabriel a parlé de son père qui avait toujours été là pour lui-même quand il ne pouvait pas être présent ouvertement, qu'il avait guidé à travers les moments les plus difficiles de sa vie avec sagesse et amour. Isabelle a partagé ses impressions de Thomas basées sur ce que Gabriel lui avait raconté, peignant le portrait d'un homme déchiré entre ses obligations et ses désirs, essayant désespérément de faire ce qui était juste pour tout le monde et finissant inévitablement par blesser ceux qu'il aimait le plus. Et moi, j'ai parlé de l'homme que j'avais épousé, qui m'avait rendue heureuse pendant 50 ans même si notre bonheur avait été construit sur une fondation incomplète. À la fin de la cérémonie, le père Antoine nous a donné une bénédiction et a dit quelque chose qui a résonné profondément avec moi. Il a dit que le pardon n'est pas un acte de faiblesse ou de naïveté, mais un acte de courage et de force, que choisir de continuer à aimer malgré la trahison est l'une des choses les plus difficiles et les plus nobles que nous puissions faire. Il a rappelé que Dieu lui-même nous pardonne continuellement pour nos échecs et nos mensonges, non pas parce que nos péchés ne comptent pas mais précisément parce qu'ils comptent énormément, et que le pardon est le seul moyen de briser le cycle de la douleur et de la récrimination. Il nous a encouragés à voir Thomas non pas comme un saint ou un démon mais comme un être humain imparfait qui avait fait de son mieux dans une situation impossible, et à honorer sa mémoire en choisissant l'amour plutôt que l'amertume, la connexion plutôt que la séparation. Ces paroles ont fourni une sorte de conclusion que je n'avais pas réalisée que je cherchais, une permission de ressentir tout ce que je ressentais sans jugement et de continuer à avancer malgré l'absence de réponse parfaite ou de résolution nette. En sortant de l'église ce jour-là,
Marchant entre Gabriel et Isabelle sous le soleil d'automne, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps que je pouvais respirer pleinement. Le poids que j'avais porté depuis cette première révélation ne s'était pas complètement dissipé, et je savais qu'il y aurait encore des moments de colère et de douleur à venir, des jours où je me demanderais comment Thomas avait pu me faire cela et comment j'avais pu ne rien remarquer pendant tant d'années. Mais il y aurait aussi des moments de joie, des après-midi passés avec Emma et Lucas, des dîners avec Gabriel et Isabelle, des souvenirs partagés qui honoreraient la complexité de l'histoire de Thomas sans la simplifier en quelque chose de facile à comprendre. J'avais appris que la vie ne nous donne pas toujours les histoires propres et simples que nous désirons, que parfois les gens que nous aimons le plus nous blessent le plus profondément, et que malgré tout cela, l'amour reste possible, nécessaire.